13h en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. L'actualité démarre avec le Ghana et l'investiture du président John Dramani Mahama. Une cérémonie officielle en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représentant le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les images et le reportage à suivre dans ce journal. Un focus également dans cette édition sur l'indicamétrie, cette science qui corrige les limites des autres sciences et qui va conduire l'Afrique et le monde à la renaissance scientifique. L'inventeur de l'indicamétrie, un Ivoirien, le professeur Moustapha Diabaté, est célébré pour cet apport. Et puis l'actualité à l'international avec le contrôle de l'armée congolaise sur l'axe 3 antennes et la localité de Kimoka près de Goma en RDC après une contre-attaque, une contre-offensive contre des positions du groupe rebelle, le M23. Ce mercredi 8 janvier 2025 a lieu le premier Conseil des ministres de l'année au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État de la République, le chef de l'État Alassane Ouattara. Le compte-rendu vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Et cette information émanant de la présidence de la République, la signature d'un décret de nomination par le président de la République Alassane Ouattara, un décret signé hier. Ainsi, M. Patrick Hachi Jérôme, ancien Premier ministre, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Information portée par un communiqué signé de la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré. Au Ghana, John Dramani Mahama est investi président de la République. Il a prêté serment hier à Accra devant une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le vice-président ivoirien Tiemoko Melie-Kone, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Retour sur une cérémonie officielle avec Herman Guivet. John Dramani Mahama, nouveau président élu du Ghana, prête serment ce mardi 7 janvier 2025. Élu au terme de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier, il s'engage à protéger, préserver et défendre la constitution du Ghana, conformément aux lois établies. Prestation de serment devant un parterre de personnalités sur la place Black Star à Accra, devant une foule en liesse. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement conviés à l'événement. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'événement. Le vice-président conduit la délégation ivoirienne pour la circonstance. John Dramani Mahama connaît bien les parvis du palais présidentiel de la République du Ghana, lui qui a dirigé le pays entre 2012 et 2017. Le voici de retour à la tête du Ghana, choix opéré par le peuple ghanéen au terme de la récente élection présidentielle. La présence du vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, à cette cérémonie d'investiture témoigne de l'excellence des relations de coopération qui lient la Côte d'Ivoire et le Ghana. John Dramani Mahama succède à Nana Akufo-Addo, élu en 2016. Présent également à cette cérémonie d'investiture, l'ex-président du Ghana, John Kufuor, qui a dirigé le pays de 2000 à 2004. Et le port autonome d'Abidjan, toujours au cœur de l'actualité ivoirienne avec l'affaire du Zimrida et de sa cargaison. Le nitrate d'ammonium ne doit pas être assimilé aux déchets toxiques si le produit doit être manipulé avec précaution à cause de sa sensibilité. Il est régulièrement utilisé comme intrant agricole ou aussi dans la fabrication d'explosifs pour les travaux de terrassement et aussi dans l'industrie minière. Il n'y a donc rien à craindre pour la sécurité des populations. Les médias ont même eu l'occasion de visiter le navire et d'approcher de près le produit transporté. Toutes les assurances sont donc données par les autorités portuaires et rapportées par Léon Pro. Ce bateau vient d'Europe pour l'Angola et la Tanzanie avec escale ici au port autonome d'Abidjan. À bord de Zimrinda, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit sensible mais autorisé et utilisé régulièrement dans l'industrie minière, entre autres. Ce ne sont pas des déchets toxiques, assurent les autorités portuaires. Comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP, qui est la direction des affaires maritimes et portuaires, qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc si le Zimrida est dans le port, c'est que le Zimrida n'est pas sur une liste noire. Ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport
et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer du nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. Malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. La cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium en 2023 et 46 000 l'an dernier. Le port autonome d'Abidjan totalise plus de 10 années de gestion de ce type de marchandises. Les 7 654 tonnes destinées en Côte d'Ivoire à un opérateur minier seront donc traitées avec expérience, toujours selon le port autonome d'Abidjan. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Des dispositions de sécurité et de sûreté davantage rigoureuses et robustes suite à la réunion technique du 5 janvier sur la gestion de Zimrinda et sa cargaison. Partie prenante, le port autonome d'Abidjan, les douanes ivoiriennes, les ministères des Transports, de la Défense, des Mines, de l'Agriculture, de l'Environnement et du Commerce. À présent, l'impact d'un projet pour l'autonomisation des femmes en milieu rural, précisément dans les régions de l'Indénié, du Hablin, du Moronou, de Lamé et dans la ville de San Pedro. Il s'agit du projet des écosystèmes résilients de transformation durable des économies rurales, le projet Restore, pour lequel des femmes ont reçu du matériel qui devrait leur permettre de développer des activités génératrices de revenus, suivant ce commentaire de Jean-Marc Djadji. Après l'installation des conseils de gestion du paysage dans les régions de l'Indénié, du Hablin, du Moronou, de Lamé et de San Pedro il y a quelques mois, le projet des écosystèmes résilients et transformation durable des économies locales Restore a décidé d'outiller les populations locales. Ils reçoivent des kits pour développer des activités génératrices de revenus. Nous avons reçu des pulvérisateurs, des machettes, des brouettes, tout ce qui consiste à pouvoir travailler. Vraiment, c'est une grande joie pour nous parce que avant c'était un peu difficile. Avec nos mecs moyens, on n'arrivait pas à pouvoir vraiment satisfaire tous nos clients. Pour nous, ça indique un tournant décisif dans le projet. On va passer à des activités réelles d'impact au niveau des communautés bénéficiaires. Cet appui technique démontre l'engagement de l'ensemble des parties prenantes du projet Restore à œuvrer en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le pays. Cette cérémonie officielle de remise de kits vient marquer une étape importante du projet Restore, qui est à savoir l'appui aux femmes, aux jeunes et aux communautés dans la mise en œuvre d'activités qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Démarré en juin 2024, le projet Restore est financé par l'USAID et mis en œuvre par Rainforest Alliance et ses partenaires. Il a pour mission d'offrir des opportunités économiques permettant de diversifier les moyens de subsistance à travers des activités respectueuses de l'environnement. Nous sommes en 2025 et avant d'avancer sur les projets, considérons les acquis, ceux particulièrement de la Caisse nationale d'assurance maladie qui a dressé son bilan, le bilan donc de la couverture maladie universelle au cours de l'année 2024. Une synthèse des activités depuis son lancement également, marquée par plus de 16 millions de personnes inscrites, donc un taux de recouvrement de 80%. Le point est rapporté par Davis Oyo. 16 14 253 personnes inscrites à la couverture maladie universelle, CMU. Un panier de soins amélioré et un taux de recouvrement estimé à 80%. Voici le point fait par la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, au terme de l'année 2024. Un bilan jugé positif selon les responsables de cet organisme de protection sociale. On va passer à l'opérationnalisation donc, de la prise en charge de l'hypertension et du diabète. On va étendre notre réseau de soins à l'ensemble des établissements sanitaires du pays, ainsi qu'à l'ensemble des pharmacies privées du pays, afin que toutes les populations, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, puissent accéder aux prestations.
On va essayer de mettre en œuvre aussi ce que je vous ai dit, l'outil informatique qui permettra la corrélation entre le système assurantiel privé et la couverture maladie universelle qui demeure le régime de base du système assurantiel. Pour 2025, la CNAM ambitionne d'aller encore plus loin. Elle met en place des comités locaux CEMU et introduit la e-carte, une carte numérique. Objectif, atteindre un plus grand nombre de personnes et faciliter l'accès aux services de la couverture maladie universelle grâce à cette innovation technologique. Une action sociale à présent avec un complexe socio-islamique dénommé Zaman Keir, une initiative de l'ONG socio-islamique OIBS, l'organisation ivoirienne pour le bien-être social, un établissement qui a été inauguré par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. C'est un établissement qui vise à soutenir donc les familles vulnérables dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Jean-Marc Djadji nous en dit davantage. Un complexe socio-islamique dorénavant pour les familles vulnérables d'Odiéné. Cet établissement composé, entre autres, d'un centre de formation, d'un centre de santé, d'une école de 10 classes et d'un orphelinat est ouvert. Inauguré par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, ce complexe, dénommé Zaman Keir, est une initiative de l'Organisation ivoirienne pour le bien-être social. Cette infrastructure pourra contribuer à améliorer le cadre de vie des populations et lutter contre la pauvreté dans la région du Kabadougou. L'orphelinat Zaman Keira est bien plus qu'un simple bâtiment. Il est un symbole d'espoir, un lieu où des vies brisées pourront être reconstruites, où des sourires pourront renaître. Elle permettra de renforcer la prise en charge des enfants vulnérables, de leur offrir des opportunités pour un avenir meilleur et de contribuer à la construction d'une société plus solidaire, plus juste et égalitaire. Le complexe Zaman Keir est financé par Unipro, une organisation jordanienne caritative. L'établissement abrite déjà 38 familles bénéficiaires. Voilà une belle action sociale. Connaissez-vous l'enzicamétrie, la science qui est une solution aux limites des autres sciences, des sciences classiques, en prenant en compte à la fois le visible et l'invisible, le physique, le métaphysique, le matériel et l'immatériel. C'est une science approuvée par la communauté scientifique internationale et créée par un Ivoirien, le professeur Moustapha Diabaté. Le professeur a été d'ailleurs célébré pour son apport à la société. Le point de Gervais Kwasi et Soro Corona. Nous ne sommes pas à un concert, mais à une cérémonie d'hommage au professeur Moustapha Diabaté, père de l'indicamétrie, une science qui se définit globalement comme la mère de toutes les sciences. L'initiative est de l'un de ses disciples. Chaque fois quand je disais à titre costume, on met à titre posthume. Je dis non, on met les vivants. Et c'est à titre posthume que nous voulons le célébrer. Le parrain de la cérémonie, le président du conseil d'administration du Bureau national d'études techniques et du développement, BNET, ne tarit pas d'éloges à l'endroit de célébrer. Les grandes découvertes scientifiques l'ont été très souvent par ce qu'on appelle les Occidentaux. Il se trouve que nous avons un aîné, le professeur Moustapha Diabaté, qui a réussi à mettre au point une science. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'est pas resté indifférent. Un émissaire a été dépêché. Comme des sciences volumineuses, le professeur Diabaté est un de ces fruits qui ne sont pas du tout le climat. Un prix hors série a été décerné au maître de l'indicamétrie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette cérémonie. L'élève du maître, au thème de la cérémonie, a bien voulu définir avec exactitude cette science. L'indicamétrie, c'est la mesure des indicateurs objectifs et subjectifs. À partir des instruments de l'indicamétrie, je vous dis qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans quel domaine vous devez investir? Le presque centenaire professeur Moustapha Diabaté honoré de son vivant, un geste fortement apprécié par ses parents. Et intéressons-nous à une autre science, celle de la lecture, et qui a d'ailleurs motivé l'ouverture d'une salle spéciale de lecture à Bondoukou. Nous sommes dans le village de Pinda Boroko, une école publique. Le rapport de Hermaniamia.
Une salle de lecture pour le soutien didactique aux élèves des villages de Pinda et de Boroko, construite à l'EPP Pinda 1. Baptisé du nom de la ministre d'État Anne Désiré Oloto, cet espace est un don du directeur des cabinets adjoints du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration publique aux élèves de ces localités situées à une vingtaine de kilomètres de Bondoukou, dont il est originaire et où il a passé sa formation primaire. À travers ce geste, Jérôme Nguetia Kwame entend contribuer à améliorer le niveau de lecture des enfants en difficulté, les mettre à niveau pour les remettre dans les circuits. Cet ouvrage que nous avons conçu n'est pas une 7e classe. C'est une classe de renforcement pour les élèves en difficulté ou qui présentent de graves difficultés en lecture. La salle de lecture entièrement climatisée est dotée d'équipements modernes dont un ordinateur, un vidéoprojecteur et 882 ouvrages couvrant des thèmes scolaires spécifiques et généraux. Conçue pour offrir un cadre agréable et stimulant, cette initiative vise à répondre aux besoins éducatifs des élèves tout en encourageant la lecture et la recherche. La lecture nourrit l'âme comme le pain nourrit le corps. Élèves de Pinda Boroko, je vous invite donc à fréquenter cet espace qui vous est offert, à lire à l'envie, sans modération, les livres qui y sont disposés pour approfondir vos savoirs. La salle de lecture Anne Désiré Oloto représente bien plus qu'une infrastructure scolaire. Elle est un symbole d'espoir et d'engagement pour les générations futures. C'est pourquoi à cette cérémonie, les 41 meilleurs élèves des écoles de Pinda 1, Pinda 2 et Boroko ont été distingués pour leurs excellents résultats académiques pour le premier trimestre. Et voilà, qui développera le langage, le vocabulaire de ses enfants et qui participera également à ouvrir l'esprit de ses enfants. Nous restons toujours sur les thèmes de l'éducation et partons cette fois dans la région du Hambol, précisément dans la localité de Fumbolo, où un village, un collège de proximité est construit et ouvert donc pour les études secondaires des élèves. Les élèves n'auront plus donc à se déplacer pour aller dans une autre localité pour poursuivre leurs études secondaire suivant ce reportage de Soro Corona. Les écoliers admis en classe de 6e de Nasulo et 6 autres villages environnants dans la sous-préfecture de Fumbolo resteront désormais auprès de leurs parents pour continuer leurs études. Un collège de proximité est construit par le conseil régional du Hambol afin de soulager élèves et parents. Les enfants, s'il fait une semaine sans manger, s'il vient là, il ne va plus là-bas. Les jeunes filles, bon, tu n'es pas à côté à cause de faim. Il peut aller voir un jeune, s'il lui donne un billet de 1000 francs, s'en va et puis il est enceinte. Nos jeunes frères ont souvent parcouru 40 km, 50 km pour se retrouver dans les collèges et les lycées de Davakala. Aujourd'hui, cet établissement vient donc mettre fin à ce calvaire. Pour le conseil régional, l'école reste une priorité majeure dans son programme de développement des villages. Aujourd'hui, la priorité du conseil régional, c'est de construire des collèges de proximité afin que les villages puissent avoir leurs enfants localement. Le grand chancelier de l'Ordre du Mérite national, fils de la région du Hambol, est représenté à cette cérémonie d'inauguration. Les élus, cadres et autorités éducatives locales saluent la réalisation de cette infrastructure et exhortent les parents à scolariser leurs enfants, surtout la petite fille. C'est un village, mais c'est la politique de proximité que le président de la République, dans sa vision, que le président du conseil régional est en train de mettre en œuvre. Rapprocher le développement des populations. Le conseil régional du Hambol s'est donné pour mission de construire des collèges de proximité dans toutes les sous-préfectures et gros villages. Prenons à présent un grand bol d'air pur dans la réserve naturelle de Bossé-Mathieu, un espace donc protégé par l'équipe de l'Office ivoirienne des parcs et réserves naturelles qui a donc en charge la gestion et la protection de cet espace. Et l'OIPR et ses partenaires exhortent les populations à éviter de s'installer dans cette réserve naturelle avec l'implication des élèves de la région, des différents établissements scolaire à qui donc il a été expliqué l'importance de la préservation de ces espaces naturels, suivant ce commentaire de Jean-Marc Djadji.
Instruire les élèves sur les enjeux de la conservation et la gestion des forêts à travers des activités d'éducation environnementale. C'est l'objectif principal qui a conduit l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, dans le département d'Abengrou, avec les élèves des écoles primaires publiques, des villages Inziplikro, Pokukro, Prakro et Bokakokoré. Il s'agit de redynamiser les clubs environnement de ces écoles et les éduquer à l'éco-citoyenneté. J'ai appris que la réserve naturelle de Bosmatier est importante, qu'on doit la protéger. Les objectifs pédagogiques, c'est d'abord former les enfants qui seront les citoyens de demain, à connaître d'abord les réserves naturelles et parcs naturels, les aimer, à respecter et puis à préserver l'environnement. À travers plusieurs activités, parents et acteurs locaux ont reçu des informations nécessaires sur la protection des aires protégées, avec en ligne de mire la réserve naturelle de Bossématier. L'éducation environnementale est un point très important du système de gestion de la réserve naturelle de Bossématier. L'OIPR, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, nous bénéficions de l'appui, en tout cas de nos partenaires, qui visent à former et à informer nos enfants à ce qu'ils soient des acteurs de la durabilité, des acteurs respectueux de l'environnement. Selon l'OIPR, ces séances d'éducation environnementale devraient permettre aux populations des localités visitées de mieux comprendre l'importance et l'impact d'une réserve naturelle dans le développement durable du pays. De l'eau, mais de l'eau potable pour le village de Kachofa, dans la localité, près de la localité de Mbingué. Une pompe hydraulique a été installée dans ce village. Le point de Jean-Marc Djadji. Les populations du village de Kachofa, situé à quelques kilomètres de la commune de Mbingué, n'iront plus chercher de l'eau dans les puits et marigots. Ils viennent de recevoir une pompe hydraulique de la part d'un cadre de la région. Selon le donateur Mamadou Soro, président du mouvement Agir Ensemble, cette action vise à améliorer le bien-être des populations des villages de la commune de Mbingué. Cette initiative est aussi sa contribution aux différents programmes du gouvernement du président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République a pour souci de rapprocher l'eau potable de nos parents. Dans sa politique, il y a l'électrification de tous les villages. Et ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans cette ligne de cette politique-là. Rapprocher l'eau potable de nos parents afin qu'ils puissent se mettre à l'abri des maladies qui sont liées à l'eau. Le chef de Kachofa a salué ce geste qui, selon lui, permettra aux populations de vivre sainement et d'éviter les maladies liées à la consommation de l'eau de mauvaise qualité. Aller pisser l'eau là, jusqu'au bas d'Ama là, c'est 8 km. En ville là-bas là, c'est 7 km. Donc cette pomme là, Tamaka en a trop content là, on le remercie. Un tournoi de football a ponctué cette cérémonie d'inauguration de la pompe hydraulique de Kachofa. Dans la région du Tongpi, les autorités font la guerre aux jeux de hasard illégaux en sensibilisant les populations sur les dangers liés à ces jeux, en collaboration donc avec l'autorité de régulation des jeux de hasard. Siaka Kone nous en dit davantage. Jeux de casino, paris sportifs en ligne, machines à sous sur support, l'auto-Ghana, jeux de nuit et bien d'autres. Autant de jeux de hasard implantés sur le territoire ivoirien. Environnement en perpétuelle mutation à travers l'Internet et le développement de la technologie. Malheureusement, un grand nombre de ces jeux fonctionnent sans autorisation. La prolifération des jeux de hasard illégaux a des impacts négatifs sur l'économie ivoirienne. Le préjudice s'élève à des dizaines de milliards de francs CFA. Réaction: le gouvernement ivoirien a mis en place l'autorité de régulation des jeux de hasard ARJH en vue d'assainir le secteur. En tournée dans la région du Tongpi, la RJH a rencontré l'ensemble du corps préfectoral. Objectif, les sensibiliser sur les méfaits des jeux illégaux et dans l'informel, tout en les exhortant à s'impliquer dans la lutte. Il était important pour nous que le corps préfectoral s'approprie cette loi et puis toute la réglementation qui accompagne cette loi dans le domaine des jeux de hasard. C'est faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des jeux de hasard responsables et sécurisés. Pour le préfet de région, il faut agir au plus pressé. L'organisation de cette séance de travail va nous donner plus d'éléments, plus de réponses face à la question sur le terrain. Et c'est pour ça que je salue son initiative. Donc je voudrais appeler l'attention de tout le monde à être plus vigilant
et à protéger nos enfants surtout. L'autorité de régulation des jeux de hasard entend relever le défi de l'assainissement du secteur pour des paris plus responsables et profitables à l'économie ivoirienne. Parlons de culture à présent avec un concours de beauté. Il s'agit de la 6e édition de Miss Ivoire et mademoiselle Roxane Aka est sacrée 6e Miss Ivoire. Un concours qui fait la promotion donc de la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Les jeunes filles concurrentes sont évaluées sur leur talent culinaire mais aussi sur leur connaissance des us et coutumes. La gagnante a remporté de nombreux lots et un montant d'1 million de francs CFA pour la réalisation d'un projet. Le reportage de Julien Gogo et Moussa Konaté. Roxane Aka est élue Miss Ivoire Culture 2024. La candidate numéro 12 est le choix du jury parmi les 17 engagés dans cette compétition. Pour l'organisateur de cet événement, il s'agit de contribuer aux actions de promotion et de valorisation des activités culturelles. Un concept qui englobe la beauté naturelle, la connaissance culinaire, la maîtrise culturelle et une éthique morale. Des actions sociales pour venir en aide aussi aux enfants en situation défavorisée. Miss Ivoire Culture est un concept où on envoie la jeune fille ivoirienne à connaître sa tradition. Ça, je salue Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, pour son soutien et ses partenaires et toutes ces personnes qui ont permis à ce que l'événement puisse aboutir. Culture bénéficie de l'appui institutionnel de l'UNESCO et du ministère du Tourisme et des Loisirs. Et continuons dans la célébration en pays Abron, cette fois à Bondoukou, où le Bonon Festival fait la promotion de la culture d'Ega. Le reportage de Herman Yamia. À pas pressés et tous en pleurs, ce groupe de personnes composé essentiellement de femmes se rendent au cimetière du village. Cette procession s'appelle le Kota chez le peuple d'Ega. C'est un rituel d'accompagnement des morts, en quelque sorte un cérémonial pour rendre un dernier hommage aux parents disparus au cours de l'année. Le Kota, je voudrais dire, c'est l'accompagnement définitif de nos parents disparus. En quelque sorte, c'est le Toussaint en pays d'Ega. Toute personne qui décède au cours de l'année, c'est à la fin de l'année, nous faisons des funérailles d'ordre général pour tous nos parents disparus. Cette procession se fait par famille. Cette année à Moutiamo, village situé à une dizaine de kilomètres de Bondoukou, depuis novembre 2023 à novembre 2024, le village a enregistré 7 décès. Ça me fait mal parce que je ne peux plus le voir. Ça me fait très mal. Mais comme c'est le moment qui est arrivé, c'est Dieu qui décide. Une personne ne peut pas décider. On les aime, mais de la manière on les aime, c'est comme ça Dieu les aime. Donc Dieu les a appelés avant nous. Donc on ne peut que prier pour eux, pour le repos de leur âme. Cette cérémonie du Kota se déroule à l'occasion du Bonon, qui symbolise le nouvel an chez ce peuple. Le Bonon, c'est une fête annuelle qui consiste donc à des cérémonies funèbres pour accompagner tous nos parents défunts au cours de l'année et puis marquer le début du nouvel an traditionnel. Pour pérenniser le Bonon, la mutuelle du village en a fait un festival. L'événement réunit chaque année les fils et filles du village qui viennent honorer la mémoire de leurs défunts parents. L'édition 2024 a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités politiques de la région. Nous fêtons les morts, mais il faut qu'on fête les vivants. Je voudrais que nous fassions en sorte que cette activité-là puisse s'inscrire dans le temps et l'initiative est bonne. Les Dega font partie des minorités ethniques en Côte d'Ivoire, assimilées au Gouroussi, Koulango ou Abron. Ce peuple se retrouve dans 3 principaux villages, Boromba, Motiamo et Zagala. Et à plus de 3000 km de la Côte d'Ivoire, dans l'est de la RDC, l'armée annonce avoir récupéré des positions du M23 après une contre-offensive décrite par des violents affrontements entre l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux dits Wazalendo, et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Donc de violents affrontements qui ont été signalés hier autour de la ville de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma. L'actualité en Syrie, un mois après la chute inattendue du dictateur Bachar al-Assad, la capitale syrienne recommence à revivre. Les habitants célèbrent encore ce moment qu'ils n'imaginaient plus possible. Et la Turquie, pendant ce temps, menace de lancer une opération militaire contre les forces kurdes en Syrie si elles n'acceptent pas les conditions d'Ankara pour une transition sans effusion de sang. Et voilà, c'est sur ce point qu'on achève
journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bel après-midi sur RTI 1 et rendez-vous pour la prochaine édition d'information à 15h sur RTI 1. Passez un bel après-midi.